présente aujourd'hui les résultats d'un rapport qui vient d'être publié aujourd'hui même. Il est disponible sur le site Internet de la Fondation David Suzuki. Donc, j'ai travaillé sur le développement d'un outil d'aide à la décision pour le verdissement de terrains vacants potentiellement contaminés. Puis, je tiens à mentionner que c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre du programme de bourse de la Fondation David Suzuki. Donc, c'est un programme qui vise à outiller des jeunes chercheurs à trouver des nouvelles solutions aux enjeux climatiques. Donc, au moment où j'ai posé ma candidature à la Fondation David Suzuki, j'étais encore étudiant au doctorat dans le laboratoire de Michel Labrec et Mohamed Hijri, ici à l'IRBV. Donc, je travaillais sur un projet de phytoremédiation, donc la décontamination des sols avec les plantes. Je travaillais sur un terrain à Varennes, un terrain hautement contaminé par une contamination mixte due à un passé d'activité pétrochimique. Puis quand on était sur le terrain hautement contaminé, on oubliait rapidement que c'était un terrain contaminé parce que c'était une végétation dense, assez haute là, de saules. Puis sur ce terrain-là, on voyait beaucoup de chevreuils, il y avait des renards, des lièvres, des couleuvres. Puis après ça, quand je me promenais pour aller travailler à mon bureau, je passais souvent devant des terrains contaminés. En tout cas, on ne sait pas trop s'ils sont contaminés, mais quand des grands terrains sont vacants dans des grands centres-villes, c'est des terrains qui valent cher. Quand ils sont vacants comme ça, on peut se douter peut-être qu'ils sont contaminés. Donc, dans un contexte d'urgence climatique là, où on a besoin où les experts nous disent que la végétation, c'est le meilleur outil qu'on peut utiliser pour faire face aux différents aléas climatiques. Mais on se demande pourquoi la ville, une île comme Montréal qui est hautement minéralisée, on peut le voir de l'espace comme ça, pourquoi on ne pourrait pas juste végétaliser ces terrains-là, que ce soit de façon temporaire ou permanente, pour aider à lutter contre les îlots de chaleur, contre les inondations, pour limiter même le lessivage, la propagation des contaminants sur les terrains vacants. Donc, le projet que j'ai proposé, c'était l'objectif général, c'était de développer un outil cartographique d'aide à la décision pour le verdissement de terrains vacants potentiellement contaminés. Là, on les appelle potentiellement contaminés parce que les données de contamination sont difficiles à accéder des fois. Là. Donc, on y est allé avec différents critères. Puis, dans ce projet-là, c'est un projet pilote qui visait à faire l'exploration d'une méthodologie qui intègre une évaluation multicritère au système d'information géographique pour voir les terrains qui ont un potentiel de verdissement, puis les classer selon leur priorité de verdissement. Donc, le territoire qui a été sélectionné, c'est tout ce qui est à l'est du boulevard P9. Donc, on peut voir sur la carte de gauche, c'est le territoire à l'étude. Puis, toutes les grandes étapes du projet ont été décrites dans le rapport qui vient d'être publié aujourd'hui pour que la méthodologie puisse être reprise, améliorée, puis éventuellement utilisée et reprise sur un plus grand territoire, comme la totalité de l'île de Montréal ou même sur d'autres grandes villes. Donc, les critères d'évaluation utilisés pour la priorisation, il y a deux types de critères d'évaluation. Il y a les contraintes puis les facteurs. Donc, dans les contraintes, il y a 4 grandes contraintes qui ont été utilisées. Donc, évidemment, à l'ère d'étude, les contraintes, ça prend comme c'est sous forme de carte là, avec deux valeurs possibles. Il y a le 0 ou le 1. Donc, donc tout le territoire à l'intérieur de l'aire d'étude a été conservé. Ensuite, on a sélectionné les terrains vacants. Ensuite, on a sélectionné parmi les terrains vacants à l'intérieur de l'aire d'étude les terrains avec un potentiel de contamination. Puis après ça, on a sélectionné les terrains avec soit une minéralisation basse ou une végétation basse pour éliminer tous les autres terrains avec de la grande végétation ou des bâtiments parce soit ils sont déjà végétalisés, on ne peut pas vraiment les végétaliser. Donc, on a eu différents obstacles à ce projet-là, dont l'identification des terrains vacants. Il y a différentes cartes qui existent, comme la CMM a publié une carte, publie de façon régulière une carte d'utilisation des sols. Sauf que cette carte-là, c'est pour classer
c'est en fonction des lots du cadastre. Donc, il y a certains lots du cadastre qui peuvent avoir des utilités. Par exemple, j'ai mis des exemples à droite. Ils sont utilisés pour les routes, mais il y a certains endroits à l'intérieur de ces lots-là qui pourraient rester vacants. Donc, on pourrait les considérer, mais ils sont super difficiles à identifier. Puis, dans les critères factoriels, une fois qu'on a identifié les terrains qui avaient un potentiel de verdissement, on pouvait les classer selon 6 critères. Donc, on a utilisé la végétation haute à proximité, les zones inondables à proximité, température de surface, puis les populations vulnérables, donc les jeunes enfants, la population âgée de 65 ans et plus, puis la densité de population qui était défavorisée matériellement et socialement. Puis ça, c'est des critères qu'on a utilisés. On s'est basé sur les plans d'adaptation au changement climatique de la Ville de Montréal. Donc, pour la population, c'était les 3 groupes de population qui étaient les vulnérables aux 6 aléas climatiques là, que vous avez vus dans la présentation ce matin. Puis, les aléas climatiques qui ont été choisis, c'est ceux dont la végétation pouvait aider le plus. Donc, ici, c'est un exemple du critère factoriel là, de végétation haute à proximité. À gauche, c'est la carte de la CMM qui montre les différents classements d'indices de canopée, minération basse, minéralisation haute, végétation basse. Donc, on a utilisé la végétation haute, puis à droite, c'est une carte, en fait, à droite, c'est le critère là, qui découle de la carte d'indice de canopée. Donc, chaque critère a été utilisé, puis comparé les uns avec les autres là, pour la pondération, de voir quel critère était le plus important, un par rapport à l'autre. Puis après ça, chaque couche a été superposée les unes avec les autres avec une méthode de superposition pondérée. Donc, en dessous, il y a une formule qui ressemble un peu à celle utilisée par la Ville de Montréal là, pour identifier les aléas. Puis, après ça, ça c'est la carte, c'est le score d'adéquation de cette superposition-là. Donc, il y a 6,6 km² d'espace qui ont été identifiés ayant un potentiel de verdissement. Puis là-dedans, il y avait 634 lots cadastraux. Puis dans ces lots-là, des fois, il y avait certaines portions pour un total de 683 lots ou parties de lots. Puis dans l'ensemble des terrains identifiés, il y avait 28,45 % qui appartiennent aux administrations municipales, donc soit Ville de Montréal ou Montréal-Est. Puis ça, on a pu identifier les différents propriétaires de ces lots-là par les informations du registre foncier. Puis on les a classés aussi par code d'activité économique. Donc là, je présente juste les administrations municipales, là, mais il y avait les autres activités. Puis les résultats présentés, ça demeure préliminaire là, parce qu'il y a beaucoup de critères qui n'ont pas été considérés. Là. Il y a des critères physiques, réglementaires, sociaux et économiques. Donc, on peut penser à la pente du terrain, par exemple, ou différentes réglementations. Est-ce qu'on peut verdir certains terrains? Comme là, je n'ai pas considéré les types de propriétaires, mais peut-être qu'il y a certains propriétaires qui sont moins portés au verdissement. Donc, il y a différentes recommandations qui découlent de ce rapport-là. L'état de contamination des sols devrait être rendu public selon nous. Mais ça, c'est des recommandations qui peuvent paraître ambitieuses, mais si on pense que l'air ou l'eau, c'est des ressources qui sont considérées à tout le monde, c'est des ressources collectives, les sols sont pas vraiment considérés comme des ressources collectives, mais ils devraient l'être selon nous. Puis d'autres recommandations méthodologiques là, qui sont portées par les résultats de ce rapport-là, dont la consultation d'experts, de professionnels locaux pour notamment sortir les meilleurs critères d'évaluation pour la priorisation de verdissement de ces terrains-là, puis ajuster la pondération aussi.
Donc, on pense que le verdissement de ces terrains-là devrait être considéré, évalué. Juste le fait de verdir, ben ça, surtout en milieu urbain, on le répète, là, ça réduit les effets du lot de chaleur, ça limite le ruissellement la propagation de certains contaminants. Tu sais, même si on peut faire la phytoremédiation sur certains terrains contaminés, c'est pas tous les terrains contaminés qui peuvent être décontaminés par la phytoremédiation, mais juste le fait de les verdir, ça amène beaucoup de bénéfices aussi pour la biodiversité et c'est bon aussi pour la santé mentale des gens là, qui voient de la verdure autour d'eux. Donc, la suite du projet va être fait dans le cadre de mon stage postdoctoral à l'INRS. Puis, je tiens à remercier Louise Hénaud-Étier pour son travail, Geneviève Bordelot, qui est la co-directrice aussi de ce projet-là, puis Catherine Almich, qui est la chef de projet scientifique à la Fondation David Suzuki.